Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents? Entre l'absinthe et la grand-messe, ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Ah voilà, ça c'est une petite... Alors comme l'a dit Rémi, j'ai peut-être pas besoin de micro, vous entendez bien? Oui. Comme l'a dit Rémi, nous avons présenté une mise en scène d'une conférence qui s'intitulait « Que reste-t-il de Jaurès aujourd'hui ?» à Bagnères de Luchon, dans le cadre d'une semaine culturelle qui a lieu tous les ans. Rémi présentait à cette occasion une conférence sur le thème de la paix, cher à Jean Jaurès. Et alors, pour animer un petit peu cette conférence, j'avais posé la question à l'assistance. Bah tiens, je vous la pose la question, qu'est-ce qui reste de Jean Jaurès aujourd'hui? Alors, tu t'en souviens, Rémi, on avait eu des noms de rues, hein, le métro, un parking, des établissements scolaires. Quelqu'un qui avait assisté aux conférences précédentes avait dit « Ah oui, oui, l'impôt sur le revenu ». Bon. Il y avait, honnêtement, peu de choses, ce qui est tout à fait normal, puisque ce n'est pas l'association des amis de Jean Jaurès qui était présente, mais des personnes, des touristes, des personnes de Bagnères de Luchon qui avaient l'habitude de nous voir. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire l'affront de vous poser la question, parce qu'alors là, vous savez tout sur Jaurès, et donc, dans votre tête, je suis bien persuadé que vous avez déjà imaginé dans votre vie quotidienne tout ce que l'on peut penser que Jaurès aurait pu dire à cette occasion-là. Et surtout, dans le contexte d'aujourd'hui, je pense qu'il aurait dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors néanmoins, pour répondre à cette question d'une manière, on va dire, amusante, nous allons vous proposer, avec Martine, une petite mise en scène, en répétant bien que nous ne sommes pas des acteurs professionnels, donc soyez indulgents avec nous. Je reviens tout de suite.
Bienvenue dans notre émission télévisée que vous connaissez, dont vous êtes des fidèles téléspectateurs. Un jour, un homme. Nous allons tenter ce soir de répondre à cette vaste question. Que reste-t-il de Jean Jaurès aujourd'hui? Et pour cela, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau un invité surprise. Et je suis d'autant plus honorée de recevoir cette personnalité que je pense que s'il avait connu le service public de l'audiovisuel tel qu'il existe aujourd'hui, il aurait sans doute été très inquiet de voir combien ce service public est attaqué et remis en question. Vous avez certainement entendu parler de cette fameuse commission d'enquête qui ne cesse de durer. Vous connaissez aussi toutes ces nouvelles chaînes privées dont on peut se demander si la déontologie est vraiment respectée. Bon, je ferme la parenthèse parce que, bon, en tant que journaliste de la télévision publique, je ne devrais pas avoir ces propos, mais je ne peux pas m'empêcher de les avoir. Bon, j'espère que ça ne vaudra pas une réprimande de la part de la direction. Bien. Donc, voilà. Nous attendons notre invité surprise. Voilà. Monsieur Jaurès, comment allez-vous? Bonsoir Madame Labrie. Eh bien, écoutez, j'avoue que j'ai encore un peu mal à la tête depuis ce mois de juillet, là. Mais bon, écoutez, c'est rétabli. Et je vous avouerai que ce que j'observe de là-haut, ça ne cesse de me surprendre. L'humanité restera toujours pour moi un sujet d'étude passionnant. Donc, cher monsieur, lorsque l'on pose la question « Que reste-t-il de Jean Jaurès aujourd'hui ?» Bon, les personnes interrogées dans la rue ne retiennent, excusez-moi, de vous finalement que peu de choses. Quelques noms de rues, d'établissements scolaires, c'est un peu dérisoire, non? Bon, je vous trouve bien sévère avec ma postérité, Madame Labrie. C'est un bel hommage de la nation, non? Ça prouve que mon action a marqué les esprits. Figurez-vous que j'ai même fait le compte. Depuis que j'ai passé l'arme à gauche, si vous permettez ce mauvais jeu de mots pour un imitant de la paix comme moi, on a donné mon nom à 341 écoles, 42 collèges, 12 lycées, dont celui de Carmaux, ce qui me rend quand même très fier. Et en Haute-Garonne, le collège de Castanet, celui de Colomiers, porte également mon nom. Pour quelqu'un qui a été conseiller municipal chargé de l'enseignement, c'est un bel hommage finalement. Et alors savoir que l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Toulouse porte mon patronyme, alors là, c'est peut-être de la vanité, mais moi, ça me touche profondément. J'en profite pour remercier mon grand ami Rémi Pêche, que je regarde de près, Rémi, d'avoir œuvré à cette reconnaissance. Et tout ça, ça n'est rien comparé aux voies publiques. Voix V-O-I-E-S, n'est-ce pas? Les voix VOX ne m'ont jamais tellement manqué. Sachez qu'il n'y a pas moins de 2370 rues qui portent mon nom. Alors, rue, avenue, cours, boulevard, etc. Aucune impasse, heureusement. J'arrive juste derrière Victor Hugo. Ah oui, c'est le record. 2555. Alors excusez-moi, Madame Labrie, c'est un peu dérisoire, comme vous l'avez dit, mais voyez, ce qui me fait le plus plaisir dans cette affaire, vous ne le devinerez jamais, c'est que je laisse loin, derrière l'autel de la postérité, cette crapule d'Adolphe Thiers. Même si il arrive quelques accidents de voirie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Par accident de voirie? Oui. Eh bien voilà, par exemple, j'étais il y a peu de temps à Bruay en Escaut.
Dans les Hauts-de-France. Oui, oui, ça existe, madame. Vous êtes sûr? Oui, 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 Bruay sur Escaut. Ça, c'est jolie ville des Hauts-de-France. Je connais très mal. Oui, je me doute, passer là. Eh bien, la rue Thiers croise la rue Jean Jaurès. Vous vous rendez compte? Et l'arrêt du tram, alors là c'est pire, s'appelle rue Thiers, rue Jean Jaurès. C'est affreux, non? À Grenoble, j'étais peu de temps aussi pour une manifestation pour soutenir un certain nombre de salariés. La rue Thiers donne accès au cours Jean Jaurès. Mais par contre, je suis très fier qu'une station de métro de Paris et une autre à Toulouse portent mon nom. Mais vous avez raison, Madame Labrie, ce n'est certainement pas ce genre de pécadille que j'aimerais que l'on retienne de moi aujourd'hui. Même si je suis flatté que les établissements d'éducation, moi qui ai toujours cru en la jeunesse et qui ai eu à cœur de placer l'instruction, comme on disait à mon époque, au centre des questions de société, que ces établissements portent mon nom. Voilà. Bien, merci. C'était très intéressant d'avoir cette topographie urbaine. Vous venez de prononcer le terme de jeunesse. C'est un thème qui vous a toujours tenu à cœur. On se souvient bien sûr de votre discours à la jeunesse. Que souhaitez-vous ajouter sur ce sujet? Alors, moi, je voudrais insister sur le fait que, dans la conception qui est la mienne de l'humanité, la jeunesse en représente la pièce maîtresse. Elle est l'avenir de notre nation, et j'oserais même dire du monde entier. Mais pour que cela soit, deux conditions doivent être réunies sans lesquelles nous sommes voués à l'échec. Un, nous devons croire dans cette jeunesse. Et deux, nous devons faire en sorte que son éducation la conduise à s'intéresser et à se mobiliser pour son avenir. C'est bien d'ailleurs ce que j'ai écrit dès le 15 janvier 1888 dans le journal de La Dépêche, dans ma lettre aux instituteurs et aux institutrices, vous diriez aujourd'hui professeur des écoles, je crois, n'est-ce pas? Et bien sûr plus tard, en 1903, pour être précis, dans mon discours sur la jeunesse lors de la remise des prix au lycée d'Albi. Je vais vous expliquer... S'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre, mais pourriez-vous synthétiser votre propos au moyen d'un message simple et raccourci en quelque sorte, car je me méfie beaucoup de vous, qui êtes capable de parler durant des heures à la tribune de l'Assemblée ou lors de manifestations, ou d'écrire d'un seul jet des pages et des pages. Mais, Madame Labrie, pardon, laissez-moi dire ce que je dois dire quand même. Mon message peut se résumer en quelques mots. Il ne s'agit pas de faire entrer dans l'esprit des jeunes un dogme, une croyance, pire de les endoctriner, mais de leur apprendre à penser de manière libre et raisonnée. Bref, de les rendre intelligents. Vous voyez que je peux être court? Ah, hein? Très bien, je vous remercie. Et vous croyez que c'est le cas aujourd'hui? Ah, alors là, vous posez une question terrible. Comme Montaigne, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Les responsables de l'éducation, pourraient peut-être méditer cette maxime. Oh, écoutez, c'est facile de critiquer. Qu'est-ce que vous avez de concret à proposer? Ah ben, je peux vous dire quelque chose, par exemple. Je suis très surpris qu'un fait majeur, sans mauvais jeu de mots, soit passé inaperçu aux yeux de ceux qui dirigent l'éducation nationale. Longtemps, on disait instruction publique. Bon. Comme vous le savez, les jeunes qui fréquentent le lycée aujourd'hui représentent la majorité d'une classe d'âge. Tout le monde y va, de toute façon. Hein. Bon. Ce qui n'était pas le cas à mon époque, où le lycée était réservé à quelques privilégiés, dont j'ai fait partie, je dois bien le reconnaître. Ces jeunes ont pour la plupart 17 ans lorsqu'ils rentrent en première ou terminale. Comment se fait-il qu'on ne prenne pas le temps et la peine de leur expliquer qu'ils vont en quelques mois passer du stade de mineur à celui de majeur responsable et qu'il est donc urgentissime de les sensibiliser au fait qu'ils vont participer bientôt à leur premier suffrage universel. Leur a-t-on fait comprendre les enjeux d'une telle responsabilité dans votre 5e République? Je vous le demande, mesdames, messieurs, chers amis. Hélas, non. Alors, que font-ils? Eh bien,
ils ne vont pas voter, pendant que ça ne sert à rien. C'est affreux lorsque l'on songe aux combats qui ont été menés pour accéder à ce droit, notamment pour les femmes. Alors certes, ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi l'absence de confiance dans les politiciens. Mais ça pèse lourdement sur leur désintérêt des scrutins, quels qu'en soient les enjeux. Bon, alors, il faudrait s'entendre. Vous venez de dire qu'il fallait faire confiance à la jeunesse. Ben, ce que vous venez à l'instant de dire, c'est que tout cela va à l'encontre de votre pensée. Mais vous faites semblant de ne pas me comprendre. Oh, bien sûr qu'il faut faire confiance à notre jeunesse, Madame Labrie, mais à condition que toutes les institutions de la République se mobilisent pour en faire des citoyens adultes, libres, intelligents. Je vous pose la question, mesdames et messieurs, chers amis, c'est le cas aujourd'hui? Oh, c'est très grave ce que vous dites là. Et c'est malheureusement la stricte vérité. Et c'est pour cette raison que je me suis toujours battu pour l'éducation des jeunes et pour objectif de les rendre intelligents et raisonnables au sens philosophique du terme, dans le sens doué de raison. Et surtout responsables. C'est à ce prix que l'on peut et que l'on doit avoir confiance dans notre belle jeunesse, comme dit votre Jacques Brel, que je remercie au passage pour sa très très belle chanson. Voyez-vous, mesdames, messieurs, chers amis, il faut que je vous raconte une aventure que j'ai vécue récemment et qui m'a profondément choqué. Comme vous le savez, j'ai l'habitude chaque soir de descendre de là-haut pour boire un petit verre dans mon bar préféré. Ah, vous parlez du bistrot Le Croissant, rue Montmartre, à Paris? Pourtant, vous devriez en garder un mauvais souvenir. Oh, passez votre diapo, Madame Labrie, et ne remuez pas le revolver dans la plaie. Là, vous voyez, là, c'est terrible ce que vous présentez là, parce que j'y étais. Hein, c'est le 31 juillet. Hein, ah oui, 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 j'en regarde un souvenir explosif, moi. Hein. Bon, mais bon, passons, parce que grâce à cet exalté de vilain, j'ai gagné l'immortalité. Mais revenons à notre exemple. Donc, il y a quelques jours, j'étais au Café du Croissant et je regardais un groupe de 3 jeunes. Wow, ils étaient aux alentours de 21h. Tout à côté de cet établissement, il y avait un grand panneau d'affichage municipal protégé par une vitre. Eh bien, figurez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? L'un de ces jeunes a donné un grand coup de pied dans la vitre qui s'est évidemment brisée en 1000 morceaux. Bon, ils ont beaucoup ri. Ils ont poursuivi leur chemin comme si de rien n'était. Je précise qu'ils n'étaient pas du tout en état d'ébriété. Non, ce fut un acte gratuit. Et du coup, je me suis demandé si quelqu'un un jour avait pris la peine de leur expliquer que cet affichage faisait partie du bien public et qu'en le détruisant, ils mettaient en miettes ce que leurs parents avaient payé avec leurs impôts. C'est un exemple typique d'absence de conscience citoyenne et collective. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'individualisme a pris le pas sur le collectif et c'est très grave. J'ai essayé de le faire comprendre en montant en disant « Le progrès, la justice et la liberté ne peuvent s'atteindre que collectivement. » Bien. Faut-il aller chercher dans ces valeurs que vous venez d'énoncer les raisons de votre combat pour les travailleurs et contre le capital? Vous savez, sur le fond, je ne suis pas un révolutionnaire, je suis avant tout un républicain. C'est sans doute ce qui me différencie de Karl Marx, que j'admire néanmoins profondément. N'oubliez pas qu'au départ, nous avons tous les deux étudié la philosophie. Mais, de mon point de vue, la dictature du prolétariat ne me semble pas être une solution pour accéder aux valeurs de justice et de liberté auxquelles nous aspirons. Du moins, pas dans un pays comme la France. Mais, lorsque, comme à Carmaux, à Castres ou ailleurs, les travailleurs sont exploités ou que leurs droits les plus fondamentaux sont bafoués, alors oui, il faut passer à autre chose, à un autre modèle. Et ça, c'est vrai, aujourd'hui, comme c'était hier. Il y a ici une photo ancienne de la grève des verriers de Carmaux. Vous pourriez nous en parler un peu? Ah ben j'y étais pour les soutenir, mais absolument. Mais qu'est-ce que vous croyez? J'y étais, alors... C'est vrai que la photo, c'est rare une photo comme ça. Quand on me l'a envoyée là-haut en poste restante, j'ai regardé, je n'arrive pas à trouver où je suis. Mais je sais que j'y suis. Ah, j'en suis certain. J'en suis certain.
Alors revenons à notre sujet, ce que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous parliez donc du collectif? Est-ce que vous pensez par exemple au modèle coopératif, ce que nous appelons aujourd'hui les SCOP? Ah ben pour cette fois, Madame Labrie, vous me comprenez parfaitement. De mon temps, j'ai soutenu ce modèle dans tous les domaines de l'activité économique. L'agriculture, la viticulture, la production industrielle, et j'ai été entendu. Certes, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Il faut rendre hommage à des humanistes comme Owen en Angleterre, Fourier et Godin dans notre pays, mais lorsque l'oppression est trop forte de la part du capital, il faut que les salariés prennent en main les rênes de l'entreprise. Et aujourd'hui, le bilan dans notre pays est formidable, il est plus qu'éloquent. Ah bon? Ah, vous croyez vraiment que les coopératives ouvrières sont encore un modèle viable aujourd'hui dans notre économie globalisée? Qu'est-ce que vous croyez de là-haut? Moi, je suis tout ça de près. J'ai les chiffres, vous allez voir. J'ai fait les comptes. Alors, on dénombre aujourd'hui en France pas moins de 580 coopératives viticoles. Ça fait la moitié des récoltants. 1500 coopératives agricoles, 4400 dans l'industrie, ce qui représente plus d'1,5 million d'emplois. Tout confondu avec les emplois indirects, près de 10% de l'emploi en France. Écoutez, je suis fier d'avoir apporté ma contribution à cet édifice et qui permet aussi de souder le monde du travail autour de valeurs communes, même si ces modèles sont attaqués de toutes parts. Mais regardez, aujourd'hui, qu'est-ce qui a permis de sauver Duralex? Il y a très peu de temps, du moins je l'espère. Eh bien, c'est sa transformation en société coopérative de production, mais c'est pas rien. Je vous entends bien. Vous avez cité les coopératives agricoles. On connaît votre combat pour les paysans. Mais pourquoi un tel engagement? Qu'est-ce que vous y connaissez finalement? Ça, c'est trop fort, Madame Labrie. Mes parents étaient des petits propriétaires terriens. J'ai fait les foins, moi, madame. Et quand on passe des journées dans les champs à suer, je peux vous assurer qu'on sait ce que c'est. Et en plus, quand ce sont des saisonniers qui gagnent 3 fois rien, eh ben on comprend ce que c'est que la misère des paysans. Si je devais d'ailleurs me définir par un jeu de mots, je suis un paysan cultivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pouvez développer pour nos spectateurs? Je vais essayer de vous expliquer tout ça. La paysannerie, c'est un monde hétérogène. Il y a les grands propriétaires terriens, notamment les céréaliers, mais pas que. Je les appelle les agrariens. En plus, c'est assez sympathique, ça les dévalorise. Et les autres, qui vivent difficilement de leur activité, que ce soit l'élevage, la viticulture, la culture, il suffit que les prix de vente baissent, qu'une concurrence étrangère qui ne respecte pas les règles de qualité vienne bouleverser ces fragiles équilibres, ou encore qu'une hausse des impôts décidée en haut lieu, et tout s'écroule. Attendez, pouvez-vous être, là pour le coup, être plus clair? Par exemple, de mon temps, j'ai tenté de faire comprendre que les tarifs Méline, qui augmentaient les droits de douane, auraient un effet catastrophique sur les petits paysans. Et c'est vrai d'ailleurs, dans le sens inverse. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est agaçant d'être interrompu à tout moment. Je vais prendre un exemple qui vous parle. Regardez, l'accord qui vient d'être signé sur le Mercosur. À qui va-t-il profiter? Je vous le demande. Certains disent aux consommateurs. Pour autant que se procurer des produits de faible qualité à bas prix puisse être considéré comme un progrès. Mais ce sont surtout les grands agriculteurs, les éleveurs de Picardie, vous savez, avec des troupeaux de milliers de têtes. La ferme des 1000 vaches, par exemple. Vous savez où? Et d'autres, ceux-là, par le biais des distributeurs, ne vont pas du tout ressentir les effets négatifs, ou très peu. Mais le petit, le moyen éleveur, qui aime ses bêtes, qui les élève comme il faut, lui, il va ressentir de plein fouet cette concurrence déloyale. C'est toute la filière de la viande de qualité qui va être impactée, et c'est la vie de nombreuses exploitations qui va être menacée. Rien n'a changé, Madame Labrie, depuis le siècle dernier. Vous connaissez le nombre de suicides de ces éleveurs chaque année?
Parce que vous avez les chiffres. Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez, hein? Plus d'un paysan par jour se suicide aujourd'hui en France. Un grand pays agricole. C'est indécent. C'est indécent. Et ne croyez pas que ça aille mieux chez les ouvriers. Presque une usine par jour met la clé sous la porte, laissant des centaines, voire des milliers de travailleurs dans le plus grand dénuement. Regardez chez vous. Regardez chez vous. Il y a quelques jours encore, une entreprise florissante qui exportait même ses produits en Chine, mais dont le capital appartenait à un fonds de pension américain, a dû fermer ses portes au motif que sa rentabilité n'était pas suffisante. Sont déposés le bilan, sans se soucier des salariés. Alors, heureusement, cette entreprise vient d'être sauvée de justesse, mais jusqu'à quand? Et de toute façon, au prix de 700 suppressions d'emplois, dont 250, vous diriez, je crois aujourd'hui, licenciements secs, comme vous dites dans les médias, mais il faut absolument venir en aide à tous ces malheureux et leurs familles qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans rien. Bon, et alors, qu'est-ce que vous proposez? On fait la révolution? Pas du tout. D'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. C'est dans le cadre des institutions et de l'action collective que se trouve la solution. Syndicats, gouvernements, associations. C'est pourquoi j'ai toujours milité pour rassembler et défendre les intérêts de tous les travailleurs. Bien. Apparemment, vous avez réussi dans votre croisade. Alors, c'est rien que de le dire que les organisations politiques ont toujours été traversées par les courants. C'était vrai de mon temps, et regardez, mesdames et messieurs, ce qu'il en est aujourd'hui. C'est probablement souhaitable pour éviter l'enfermement des idées. Mais le dogmatisme aussi, mais c'est vrai à gauche comme à droite. Mais cette pluralité des points de vue ne doit faire sens que vers des valeurs communes qui deviennent un socle sur lequel on peut bâtir l'action. Unité et action. C'est toujours ce que j'ai dit. Ça doit être notre credo. Il ne peut s'agir d'une unité de façade qui se lézarde à la première difficulté. C'est-à-dire? Vous n'avez pas vu là récemment? Quand même, il faut suivre l'actualité, Madame Labrie. Regardez, lorsque votre président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée, les courants de la gauche française se sont unis, aboutissant à une coalition qui est arrivée en tête contre toute attente. Aux dernières élections législatives, moi de là-haut, je buvais du petit lait. Comme ce fut le cas d'ailleurs en 1981 avec le programme commun de la gauche. Bon. Mais après cette victoire, en juillet 2024, lorsqu'il s'est agi de proposer à un Premier ministre, les vieux démons de la division sont réapparus. Ils ont mis plus d'un mois à trouver une candidate au poste de Premier ministre qui a fait le jeu, évidemment, de votre président. Avec la SFIO, au moins, j'ai montré qu'il était possible de s'unir contre les dangers qui pointaient et qui nécessitait de faire bloc et d'empêcher chaque courant de jouer sa partition de manière individuelle. Et je crois que j'ai été compris. Mais peut-être que la différence entre mon époque et aujourd'hui, c'est qu'il existait ce que j'appellerais une conscience de classe qui permettait de cimenter ces courants et de rejeter l'individualisme. Existe-t-elle encore aujourd'hui cette conscience de classe, mesdames et messieurs? Je n'en suis pas certain, et c'est probablement ce qu'il manque pour donner du sens à l'unité. Je vous les juge. Bon, changeons de sujet si vous voulez bien. Vous avez en votre temps soutenu activement la loi de 1920 sur les associations. Vous avez plébiscité la loi de 1904 qui interdit l'enseignement aux congrégations religieuses. Et voilà que l'on vous retrouve dans le cadre de vos activités politiques, rédacteur de l'article 4 de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. C'est de l'opportunisme, c'est quoi? Madame Labrie, enfin, que des basses pensées, élevons le débat, si vous voulez bien. Ces trois textes fondamentaux font sens ensemble dans l'histoire de la laïcité. Et je suis heureux d'avoir pu apporter ma pierre à cet édifice. Garantir la liberté d'association correspondait à une aspiration légitime du peuple de s'unir sur des thématiques communes.
Cette loi du 1er juillet a donné un formidable élan à la culture, à la politique, mais aussi au sport, et j'en oublie. Savoir que cette loi est toujours en vigueur et que l'on compte aujourd'hui pas moins d'1,5 million d'associations sans but lucratif montre que nous avions raison. Ça, c'est pour la loi de 1900. Je vous suis. Vraiment. Celle du 7 juillet 1904. L'objectif majeur, c'était de permettre à la République de reprendre le contrôle sur l'enseignement et de limiter l'influence religieuse qui endoctrinait les enfants, notamment contre la République. Toujours la jeunesse. Toujours la jeunesse. Vous savez à quel point aussi je suis contre tout dogmatisme et pour la liberté de penser. Mais je suis aussi pour la tolérance. Il manquait donc un maillon entre ces deux lois pour permettre l'installation d'une véritable laïcité dans notre pays. C'est l'objectif de la loi du 9 décembre 1905 et son fameux article 4. Pour ne pas ennuyer vos spectateurs, je dirais pour faire court que l'idée était de transférer la gestion des biens des églises à des associations capables de les représenter dans le respect des règles de la République. Et je vois que vous avez réussi à trouver ce tableau magnifique. Ah, magnifique. Alors, c'est donc Ferdinand Buisson, qui était le président de la commission des lois, le rapporteur Aristide Briand et votre modeste serviteur qui a participé à la rédaction de quelques articles. Eh bien, à cette occasion, vous avez dû vous faire quelques ennemis. Détrompez-vous. C'est un texte de tolérance, je vous l'ai dit, par rapport aux religions, dès lors qu'elles respectent les valeurs de la République. En revanche, je suis très inquiet de la manière dont tout cela est instrumentalisé aujourd'hui, alors que ces textes fondateurs sont toujours en vigueur. Cette question est d'une actualité brûlante, et moi je suis bien malheureux de ne plus être là pour expliquer en quoi ces lois sont le ciment même de l'unité de notre pays. Mettre en péril la laïcité, c'est mettre en danger la République au plus profond de ses valeurs. Merci pour votre démonstration. Si vous voulez, nous allons passer à notre chapitre. On a beaucoup reparlé ces derniers temps de Dreyfus, qui a été promu à titre posthume général de brigade. En son temps, vous l'avez défendu, vous avez été malmené par ceux qui se réclamaient de l'antisémitisme qui sévissait à votre époque, comme d'ailleurs aujourd'hui dans notre pays. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais il ne faut pas tout mélanger. Ah ça, ce sont bien les médias qui veulent faire croire que tous les Français sont devenus antisémites. Il n'en est rien, je vous l'assure. Je ne dis pas qu'il n'existe pas ici ou là quelques allumés qui en veulent aux Juifs aujourd'hui pour d'obscures raisons. Mais je peux vous assurer que cela n'est rien par rapport à l'état d'esprit de mes concitoyens tel que je l'ai connu à la fin du XIXe siècle. Ce fut d'ailleurs peu de choses par rapport à ce qui s'est passé dans les années 40. Mais mon action n'avait rien à voir avec l'antisémitisme, comme on a voulu le faire croire déjà à l'époque, dans un contexte qui était proche de l'hystérie. Mon combat, comme celui de Zola, Clémenceau, je l'ai mené au nom de la justice et de la vérité. Condamner un innocent, victime d'une machination, est l'acte le plus injuste et infâme que l'on puisse imaginer. C'est un déni de droit. Et que celle qu'on appelle la Grande Muette puisse à cette occasion se livrer à des mensonges, à des faux, est un outrage à la République. Et que cela ait pu diviser les Français à ce point était insupportable. Je ne pouvais pas rester silencieux devant une telle infamie. Un pays, et plus largement l'humanité, ne peuvent se construire que sur la vérité et la justice. Et j'ai toujours dit, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Ah, je suis content que vous ayez retrouvé cette affiche. Alors, ce n'est pas parce que j'y suis, mais tout en haut, au milieu, il y a mon ami Zola, qui m'a beaucoup aidé. Enfin, nous avions le même combat. Et puis, au-dessus de moi, Clémenceau, Georges Clémenceau. Vraiment, on a fait un bon travail et je crois que ça restera dans les esprits. C'est tout à votre honneur, ce combat est tout à votre honneur. Et vous venez d'ailleurs de prononcer un mot qui vous est très cher, l'humanité. Mais c'est évident.
Madame Labrie, l'humanité, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui donne du sens à notre vie. Chacun d'entre nous en fait partie, chacun participe à sa construction. Je l'ai dit et répété, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Et cette humanité doit se donner comme objectif la paix, la justice sociale, la liberté, aussi bien individuelle que collective. Ce qui passe évidemment, n'est-ce pas, par la liberté d'expression. Nous sommes d'accord. C'est toujours, d'ailleurs, ce que j'ai affirmé dans mes articles du journal La Dépêche. Et je n'étais pas le seul à défendre ces idées. C'est un quotidien qui a su promouvoir les valeurs de la République en son temps. D'ailleurs, d'excellents journalistes ont continué dans cette voie. Je pense à un certain Jean-Jacques Rouge que j'ai beaucoup apprécié et dont je dévore tous les articles de là-haut quand je accès à... Et c'est pour cette raison que vous avez quitté La Dépêche pour créer le journal L'Humanité? Alors là, Madame Salamé, Madame Labrie, vous êtes mal renseignée. Je n'ai cessé d'écrire dans La Dépêche. Jamais je n'ai cessé. Mais de mon temps, il était urgent de fonder un quotidien qui puisse avoir un rayonnement national, voire international. Il m'a donc semblé que ce journal défendant nos valeurs ne pouvait se nommer que L'Humanité. Le titre n'est pas de moi, c'est mon ami Lucien R qui l'a proposé et nous l'avons approuvé à l'unanimité. Et alors je suis ravi que vous ayez retrouvé le premier exemplaire, du moins le numéro 1 de ce journal socialiste quotidien. Vous voyez que les journalistes sont aussi capables de faire un travail convenable, un travail sérieux. Je vous en donne raison. Bien. Alors à propos justement de ce journal, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Une grande fierté. Parce que ce quotidien existe toujours, alors que contrairement à de nombreux autres, il ne vit ni de la publicité, ni des lobbies, et encore moins des largesses des groupes financiers. Hein, vous voyez de qui je veux parler, votre patron, comment c'est, Bolloré, ouais, je ne sais plus très bien. Hein. C'est formidable qu'il ait pu traverser ainsi le temps, les guerres, les censures, les crises, non? Oui, mais enfin, excusez-moi, aujourd'hui, il est aux mains du Parti communiste. Ça doit vous révolter. Oh, bah alors là, Madame Labrie, je vous trouve bien critique avec le communisme. Ça me surprend énormément de votre part. Bon. Je ne fais pas de politique. Plus sérieusement, il est vrai qu'après le congrès de Tours, en 1920, mon journal est devenu l'organe officiel du Parti communiste français. Mais après tout, tant que les communistes défendront les idées que j'ai citées plus haut, la paix, la justice sociale, l'émancipation collective, ce qui passe nécessairement par la défense des travailleurs, je trouve rien à redire. Je lisais récemment, concernant la paix, l'excellent éditorial de mon ami Fabien Gay. Un éditorial daté du 20 avril 2025, intitulé « Un État palestinien, maintenant, vraiment ». Cela faisait écho à la déclaration de votre président de la République dans l'avion qu'il menait au Proche-Orient. Ah oui, parce que moi, de là-haut, hein, l'avion avec le président qui va au Proche-Orient, je le vois aussi. Et il affirmait qu'il voulait reconnaître l'État de Palestine au nom de l'État français. Comme le souligne mon confrère, il s'agit d'une belle victoire pour les défenseurs du droit international et de la paix. Dommage qu'il ait fallu attendre aussi longtemps alors que plusieurs États européens, notamment l'Espagne et l'Irlande, avaient pris position bien avant lui sur ce sujet. Enfin, le proverbe dit « mieux vaut tard que jamais ». J'ai la faiblesse de croire que le journal L'Humanité a compté dans le concert des voix allant dans cette direction. Mais comme le souligne mon confrère, au-delà des mots, il faut maintenant que ce soit suivi de signaux lisibles et d'actes forts de la part de notre pays pour conduire vers la paix. Bien. Dans le journal donc, que vous avez créé, vous avez donné notamment la parole aux travailleurs dans une tribune libre. Et de toute votre vie politique, vous n'avez eu de cesse de dénoncer et de combattre les inégalités, notamment les inégalités sociales. De là-haut, comme vous dites, comment voyez-vous les choses aujourd'hui? La question des inégalités économiques et sociales était déjà, comme vous l'avez dit, un sujet central de mon temps. Je l'ai dit aussi à plusieurs reprises. Le premier droit de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée et la liberté du travail. Ce sujet
revêt aujourd'hui une acuité encore plus grande dans un monde libéral où l'économie est totalement dominée par l'argent. Les idées que je défendais à l'époque ont plus que jamais leur place dans la société. C'est le cas des retraites, du droit du travail ou encore de l'impôt. Ah ben tiens, il y a quelques jours, on a encore appris une meilleure. Alors le 1er mai, la fête du travail, voilà. Ça en dit long sur le recul des conquêtes sociales aujourd'hui. Bien, si vous le voulez bien, Monsieur Jaurès, parce que je ne voudrais pas que nos spectateurs soient lassés, et le temps de toute façon nous est compté, pouvons-nous aborder le chapitre de l'international ? Avec plaisir. J'ai toujours dit qu'un peu d'internationalisme éloigne de la patrie et que beaucoup y ramènent. C'est pour cette raison que j'ai toujours milité pour la paix entre les peuples et les nations. Cela m'a d'ailleurs valu un petit souci de santé dans les années 14. Je suis atterré par ce qui se passe aujourd'hui dans votre monde. Le Moyen-Orient est en feu et à sang. Il en va de même à l'Est de ce que vous appelez l'Europe, qui me semble être une construction bien incertaine. Et tout ça, pourquoi ? Pour gagner des territoires en chassant ceux qui y vivent ? Pour avoir la main sur des ressources énergétiques ? Ou que sais-je encore ? Quelle peut bien être la légitimité d'une guerre lorsque c'est un génocide ? Ou lorsqu'on s'en prend à un pays voisin qui ne vous a rien fait ? Autre ou motif qu'un puissant, à moitié fou, l'a décidé ? Je me suis déjà exprimé plusieurs fois sur ce sujet. Donner la liberté au monde par la force est une étrange entreprise pleine de chances mauvaises. En la donnant, on la retire. Certains dirigeants de pays soi-disant développés devraient méditer cette affirmation. Et je proclame haut et fort, la violence ne sert à rien. Seul le dialogue entre les peuples est garant d'une paix mondiale durable. Face aux désordres mondiaux, je m'adresse une fois de plus à la jeunesse. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Et je vous lance à cet avertissement solennel, mesdames et messieurs. Méfiez-vous. Lorsque les jeunes se réveilleront, ils réclameront la liberté, l'égalité, la fraternité, ainsi que la justice et surtout la paix. Saurons-nous les accompagner vers ces idéaux ? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais je serai toujours à leur côté. Et en attendant, je crois que je vais remonter là-haut pour voir avec impatience ce que l'avenir nous réserve. J'ai toujours dit, il ne faut aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable dans l'avenir. Je vous remercie infiniment, Monsieur Jaurès, de nous avoir consacré tout ce temps, d'avoir gardé toute votre flamme, votre passion pour les sujets qui vous ont toujours occupé. Et je crois que nous allons terminer cette émission, si vous le voulez bien, que vous pourrez d'ailleurs entendre, regarder et entendre en replay ou en podcast sur France Vision. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre de nos émissions, Un jour, un homme. Et merci de